Alors, concernant l'intérêt des aiguilles de Huber courbe et droite, ce sont des aiguilles en fait qui permettent de multiples injections, voilà, sur un même site, sans l'endommager. Je l'ai dit auparavant. Ces aiguilles-là peuvent être utilisées pour les perfusions, voilà, et pour les injections aussi. S'agissant donc des aiguilles de Huber droite. Venons au cathéter. Les cathéters ou de veine. Ceux-là, ce sont en fait des dispositifs qui sont souples et sont munis d'un système d'injection, voilà, qui est introduit dans une veine périphérique pour administrer des médicaments ou bien réaliser même une perfusion lente pour transfuser aussi le sang. Voilà. Et son maintien est à demeure. Voilà, son maintien est à demeure qui est de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours maximum, voilà, permet de disposer un accès veineux permanent. Après les cathéters, il y a les dispositifs à perfusion. La perfusion, nous le savons tous, c'est un acte médical. Hein. Cet acte médical, il consiste à administrer par voie parentérale des solubles, voilà, je dis bien des solubles injectables, tels que le chlorure de sodium à 0,9%, le glucose, voilà. À l'exception, bien entendu, du sang et de ses dérivés, voilà, contenus dans un récipient et transférés dans le système veineux. Les aiguilles, les aiguilles serties. Les aiguilles serties, au niveau des aiguilles serties, la longueur du fil nécessaire pour suturer un tissu ou bien un vaisseau, voilà, serti, c'est-à-dire un tissu ou un vaisseau qui est monté sur une aiguille droite ou bien courbe. Alors, petite différence entre la suture et la ligature. La suture, c'est la réunion à l'aide d'un fil des parties du tissu divisées. Voilà. Alors que la ligature, c'est un nœud, voilà, qu'on fait à l'aide d'un fil autour d'un vaisseau. Voilà. Donc, vous voyez que la suture permet de mettre bord à bord deux parties donc, de la peau. Voilà. Divisées, séparées. C'est un schéma ici qui nous montre différents fils. Voilà. Fil de suture 2,0. Les aiguilles serties. Les caractéristiques de ces aiguilles-là sont au nombre de 5. Voilà. Deux caractéristiques pour le fil lui-même. Parce qu'au niveau de l'aiguille, sur l'aiguille, il y a un fil. Deux caractéristiques pour le fil. Et le fil peut être résorbable ou non. Et puis 3 pour l'aiguille. Voilà. Et c'est au niveau de la pointe, la section peut être ronde ou triangulaire. Et aussi, enfin, il y a la longueur. Les sondes. Les sondes, quant à elles, sont des instruments qui sont rigides ou bien flexibles. Ils peuvent être rigides ou bien flexibles, cylindriques, et sont destinés à explorer une voie ou une cavité. Cette cavité peut être naturelle ou accidentelle. Voilà. Les sondes-là comportent 3 parties principales. La tête, le corps et l'embase. La tête qui est là, voici le corps et voici l'embase. Voilà, la sonde. Pourquoi est-ce qu'on utilise les sondes? On les utilise pour évacuer, on peut les utiliser pour évacuer du contenu, un contenu, voilà, normal ou bien pathologique des cavités dans lesquelles, par exemple, elles aboutissent. Voilà. On peut utiliser les sondes en les introduisant pour introduire un liquide nutritif ou bien médicamenteux. Ou bien, on peut utiliser les sondes pour le passage d'un gaz tel que l'oxygène. Et les sondes, on peut les utiliser pour explorer, voilà, ou bien étudier un organe. Et certaines sondes ont une trajectoire ou bien un trajet court. C'est les sondes qui ont un trajet court là sont appelées donc les canules. Alors,
Différents types de sondes. Les sondes respiratoires, ou encore qu'on appelle aussi sondes de lunettes à oxygène. Ça permet donc l'instillation narinaire d'oxygène dans les poumons. Voilà. En cas d'incident respiratoire, on utilise donc ce type de sonde-là. Voici un élément, un exemple de sonde ici, respiratoire, sonde d'oxygène. Voilà. Sonde nasale qui est utilisée pour l'administration d'oxygène en cas d'hypoxie du patient. Alors, la sonde respiratoire. Il y a la sonde d'aspiration trachéobronchique. Voilà. Ce qu'on appelle le Vigon, sonde de Vigon. Il y a la sonde, cette sonde, il s'agit d'une sonde nasale ou bien orale pour l'aspiration de mucosité, de sécrétions ou de débris alimentaires qui obstruent les voies respiratoires supérieures, voilà. Ou bien aussi en cas de bronchiolite, voilà, ou bien de mucovidose, hein, mucoviscidose par exemple, de trachéotomie aussi, c'est le passage du canule, ou bien chez les nouveaux-nés. Donc, après les sondes respiratoires, il y a les sondes de nutrition qu'on appelle aussi les sondes de Levin. Voilà. Elles sont introduites chez le nez, elles sont introduites par le nez. Les sondes de nutrition sont introduites par le nez ou bien par la bouche, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de l'estomac. Voilà. Ou bien dans le duodénum. Et parfois même, ces sondes-là sont restées pour faciliter leur mise en place. Les sondes de nutrition. Ces sondes-là sont destinées à l'alimentation entérale. Voilà. Permet d'introduire des préparations nutritives. Voilà. Voilà. Et se branche donc à un système qui est très bien adapté. C'est ce système-là que vous voyez. Après les sondes de nutrition, il y a les sondes vésicales. Voilà. Là, au second, ces sondes-là, on distingue les sondes à ballonner. Voilà. Ces sondes à ballonner, là, sont des sondes à demeure. Il y a aussi des sondes à ballonner. Et il y a les sondes à ballonner et les sondes sans ballonner. Voilà. Ceux qui sont à ballonner sont des sondes à demeure et celles qui sont sans ballonner sont des sondes de courte durée, voilà, ou intermittents. Il y a les sondes urinaires. Les sondes urinaires, leur intérêt réside donc dans le fait qu'elles sont utilisées en cas d'incontinence ou bien de rétention urinaire. Il s'agit ici d'introduire donc la sonde là dans une vessie, voilà, dans la vessie, par le méa, bien entendu, chez les hommes, hein, par le méa urinaire. On appelle la voie urétérale. Il y a les sondes vésicales. Ça, c'est les sondes à ballonner. Ou aussi qu'on appelle aussi sonde de Foley. Elle est introduite dans la vessie par l'urètre, pardon. Elle permet l'évacuation des urines. Voilà. En cas, bien entendu, de rétention ou bien d'incontinence. Voilà. Elle permet aussi l'arrêt d'une hémorragie. Elle permet l'arrêt d'une hémorragie. Ou bien permet aussi de laver la vessie. Voilà. Le ballonnet que vous voyez là se gonfle à l'aide à l'eau distillée. Voilà. Ou bien au sérum physiologique. La sonde peut être lubrifiée, voilà, par un gel anesthésique. La sonde de Foley, c'est un schéma illustratif donc la sonde de Foley. On vous montre bien comment cette sonde-là, donc, son trajet, voilà, depuis le pénis, depuis le bout du pénis, jusqu'à ce que ça arrive au niveau donc, de la vessie. Les sondes vésicales. Il y a les sondes vésicales, maintenant, ce que nous avons vu par exemple sont les sondes à ballonner. Là où nous voyons maintenant les sondes vésicales sans ballonner. Voilà. Là, on en a trois types. Les sondes vésicales de Mélaton, la sonde vésicale de Mercier et la sonde vésicale de Thiaman. Sonde vésicale de Thiaman. Venons-en maintenant aux poches urinaires. Nous sommes toujours avec les secours médicaux, hein, donc aux poches à urine. Là, il s'agit d'un système fermé qui est destiné à recueillir en fait les urines.
via une sonde vésicale. Voilà. Tant chez l'homme que chez la femme. Ou bien, on place un étui pénien. Ça, c'est chez l'homme. Cette sonde-là se présente sous forme d'une poche. La poche est visible là. D'une poche en plastique. Voilà, une poche en plastique qui est souple, voilà, de 300 ml à 2 litres. Voilà. Cette poche-là possède un robinet de vidange, ou bien elle peut ne pas posséder un robinet de vidange. Elle est munie d'une tubule souple et d'un raccord pour sonde et étui pénien. Les poches de recueil de stomie. La stomie, c'est quoi? La stomie est un abouchement d'un organe creux à la peau. Donc, au niveau digestif, on parle de colostomie. C'est-à-dire, il s'agit donc de l'ablation, hein, d'une ablation colorectale, voilà, en cas d'accouchement au niveau du côlon. Au niveau urinaire, on parle de urétérostomie. C'est une ablation de la vessie. Voilà. En cas d'accouchement, hein, voilà, au niveau des urétères. Au niveau de celui-ci, je disais tout à l'heure qu'on parlait de colostomie. C'est-à-dire que la poche est fermée. Voilà. En cas de sel moulé. Il existe là, au niveau donc des poches de recueil de stomie, deux systèmes. Voilà. Il existe donc le système à une pièce et le système à deux pièces. Vous la voyez ici, sur le schéma qui nous montre bien le système à une pièce et le système à deux pièces. On a trouvé avec les poches de recueil de stomie. Voilà. Et là, il s'agit donc des thermomètres. Ça, c'est un autre dispositif médical, les thermomètres médicaux. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà, c'est pour mesurer la température, tout le monde le sait. Voilà. Et cette mesure de la température se fait soit par voie buccale, par voie rectale, par voie frontale, par voie auriculaire. Les autotests. Avec les autotests, nous avons les aiguilles lancettes pour stylo auto-piqueur. On le voit généralement, ce genre de dispositif est utilisé toujours en diabétologie. Voilà. La goutte de sang est prélevée, voilà, après qu'on ait piqué avec l'aiguille, la goutte de sang est prélevée, ensuite déposée sur une bandelette. Voici, voilà, sur une bandelette réactive qui est introduite dans le lecteur de glycémie, affiche bien entendu, le glycémie va afficher donc la valeur de la glycémie. Ici, il s'agit donc des aiguilles pour stylo à insuline. C'est un dispositif qui est stérile et il est à usage unique. Les tests de grossesse. Les tests de grossesse nous permettent donc d'identifier dans les urines une hormone qu'on appelle HCG, qui est une hormone chorionique ou gonadotrophique. Voilà. Cette hormone-là est produite par le placenta. Et l'HCG se retrouve dans le sang et les urines. Le test peut être donc fait dès le premier jour du retard des règles, puis la lecture ensuite. Voilà. Et ici, le test aussi peut être fait au moment où, de préférence, au moment du repas, le matin, bien au réveil. Après le test de grossesse, voilà, pour le test d'ovulation. Voilà. Ensuite, les tests d'alcoolémie. Après les différents tests, passons donc maintenant aux lentilles. Les lentilles et produits de lentilles. Voilà. Donc, donnez-moi 5 minutes, je reviens tout de suite pour reprendre avec les lentilles. Je vous remercie.